sur les applications qui ont fait de la détection. On va passer après sur le MOS, végétation dans le MOS. Ok, parfait. Et après, il y aura la connexion d'Alexander. Parfait. Ok. Ok. Si tu veux, je vais annoncer ça. Allez. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a des gens connectés? Oui, ok, très bien. Alors, désolé pour ce petit retard, les petits problèmes techniques. Aujourd'hui, cette session-là est dédiée. Alors, on peut. Ah oui, je vais te mettre le slide. Je vais préparer sur les ateliers, voilà. Voilà. Le deuxième atelier donc, il va être donc, animé par Guillaume et nous. Guillaume est quelqu'un qui travaille en Debian et qui va nous faire une petite présentation, nous parler en Debian au début de cette session. L'idée étant de cet atelier de parler de végétation, vous l'avez bien compris, et de manière générale. Et on voulait inclure dedans une partie MOS. Pourquoi? Parce que durant l'année qui a suivi tous les ateliers qu'on a fait sur le MOS, il y avait eu quelques petites remarques, notamment sur la restitution, concernant la végétation. Et donc, on voulait réaborder cette question dans le cadre du MOS. Donc, on va en parler aussi. Et puis, il va y avoir aussi une intervention d'Alexander, qui est Alexander Verger, qui est un chercheur de l'Université de Barcelone, qui, en fait, pour lui, il va se connecter à l'écrivain de la session et qui va nous présenter des applications et notamment des développements de l'indice de végétation qui se fait dans différents projets. Et donc voilà. Donc du coup, bienvenue et je vais laisser assez rapidement la parole à Guillaume pour vous parler en Debian et les actions en Debian, les applications qui vont avec les images techniques. Est-ce que tu as une présentation, pas particulièrement? C'est pas prévu comme ça. T'inquiète. C'est dans la tête. Tout est dans la tête. Bonjour à tous. Moi, c'est Guillaume Lamizel, je travaille chez l'association Vendémiaire. Donc, je suis chargé de la conservation des espèces rares et menacées. Alors, Vendémiaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association naturaliste au départ, qui est notamment porteuse du site éponyme, vendémiaire.nc. Et depuis 2014, l'association porte également l'autorité de la liste rouge en Nouvelle-Calédonie. Ce travail est entamé depuis 2014 d'évaluer la menace qu'il porte sur chacune des espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie, notamment. Donc, la flore, c'est comme ça que ça a commencé et que ça continue encore aujourd'hui, et puis petit à petit, les animaux terrestres pour l'instant, marins peut-être, donc dans ce cadre-là, nous, notamment, il y a ce travail d'évaluation du risque d'extinction des espèces, mais il y a aussi de plus en plus un travail d'action et de participation à la mise en place de plans de conservation pour les espèces, et notamment pour faire le rapport avec la question du MOS et des végétations. On fonce un peu des portes ouvertes, mais les plantes, elles poussent dans des végétations particulières. Et donc pour nous, il est important de savoir comment sont réparties ces végétations pour essayer d'estimer comment sont réparties les espèces et faire le lien entre les deux, conserver à la fois les végétations qui abritent les espèces. À partir de là, il y a toujours eu un souci en Calédonie, c'est que personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord pour dire que chaque végétation est différente de celle-là. Et donc, du coup, à ce jour, il n'y a aucun outil qui est reconnu par tout le monde comme fiable à l'échelle du territoire. C'est deux trucs. Il y a des trucs qui sont reconnus par des gens à des petites échelles, et il y a des choses qui existent à l'échelle du territoire et qui ne sont pas reconnues par tout le monde. Et donc aujourd'hui, s'il y a un travail moi c'est pour ça que j'ai intéressé à la question du MOS, et donc en particulier aux végétations dans le MOS, et bien ça me paraîtrait intéressant de réussir à avoir un outil qui ressemble à ça. Au-delà de ça, du coup, en l'absence de cet outil-là, de cette référence-là, aujourd'hui, la télédétection, on l'utilise du coup à travers des outils. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les méthodologies de modélisation de niche écologique.
Mais en fait, c'est des outils auxquels on donne plein de variables environnementales, des points de présence d'espèces, et du coup, ça va nous permettre d'estimer la présence probable de l'espèce à une échelle définie. C'est quelque chose qu'on avait fait dans un des massifs de Pointe-Nord. À l'époque, j'étais pas j'étais en déniage, j'étais encore à l'IAT. Et avec les images satellitaires qui étaient. Moi, je sais plus. Très fine, cette résolution. Oui, c'était à 10 mètres. Ah, Oui, c'était ça, c'était Spot. Et qui ont du coup des images de résolution de 10 mètres. Et nous, on a un outil, c'est SDVI, c'est la différence entre le rouge et l'infrarouge, qui permet d'évaluer l'activité quotidienne. Et ça, il s'avère qu'en réalité, c'est un bon outil pour estimer les végétations en fait. Et en plus, au-delà d'être un outil qui définit des classes de végétation, c'est un outil qui définit un continuum de végétation. Et ça marche bien, par exemple, pour l'estimation pour l'utilisation de produits. J'imagine que le jour où le mode sera fait, c'est un des outils, un des indices qui permettra de calculer le profil. Donc voilà, c'était pour faire une petite présentation de nous l'intérêt qu'on peut avoir là-dessus. Et donc maintenant, c'est vrai que la question du mode, ça va être compliqué, notamment pour la végétation. Okay. Il y a quelques points qui avaient été soulevés l'année dernière comme étant encore problématiques. Mais là, aujourd'hui, pour essayer de les régler, je pense. Oui. Tu veux que je partage? Ouais. Oui. Tu veux prendre un micro? Ouais, je peux. Merci. Donc, je vais vous repartager l'écran. J'espère que vous le voyez à distance. Hop, hop, yes. Alors, je vais vous partager un super fichier Excel. On va rester dans le thème de l'informatique. Alors, effectivement, suite à cette première, donc on avait une première version, donc je vais vous cocher l'autre, comme ça vous ne trichez pas. On avait une première version ici de la typologie définie pour l'occupation des sols, donc suite à différents ateliers, ça avait duré une bonne année. Vous ne devez pas voir. Je peux zoomer, mais l'idée c'est d'avoir une vision assez globale. Ça va là au niveau zoom? L'idée donc était, je le rappelle, on a fait toute une démarche, on était parti donc d'un état et d'un état des lieux et d'un constat que ça manquait de collégialité, d'adaptation aux différents besoins, etc. On avait réussi à réunir quasi-totalité des parties prenantes potentielles ou avérées, des utilisateurs potentiels ou avérés d'une telle couche de référence à l'échelle territoriale. Et donc, on avait mené au titre de l'ART différentes réunions. On a mené, je crois, 5 de manière individuelle, c'est-à-dire une avec la province Nord, une avec le gouvernement, une avec la province Sud, etc. Et ensuite, une réunion de restitution avec les référents de chaque collège identifiés lors de l'atelier d'OSS 2019. Puis une réunion de restitution plus globale lors de l'OSS NC 2020. Donc là, on avait arrêté finalement une typologie qui se voulait être la plus complète et la plus complète possible et adaptée aux différents besoins. Seulement, du coup, on travaille. Ça, c'était vraiment la wish list, la liste au Père Noël, ce qu'on aimerait avoir de manière homogène dans le meilleur des cas. Sauf que du coup, une fois qu'on a ce qu'on aimerait, en face, on met ce qu'on peut faire. Et là, du coup, on se rend compte des limitations. Il y avait notamment une règle de base qui avait été introduite et qui est nécessaire, qui est que l'objectif de ce qu'on met en place, donc le mode d'occupation des sols, ça s'oriente en quasi-totalité sur de l'occupation des sols. On peut intégrer des notions d'usage, mais la limite, en fait, de cette couche-là qu'on veut produire, c'est la pleine, comment dirais-je, la pleine objectivité dans la production de la donnée. Je m'explique. On ne doit pas devoir venir perforer la couche créée à partir de données extérieures. Donc, on ne va pas prendre la BD topo pour dire que ça, c'est un bâtiment. Le bâtiment, s'il n'est pas détectable de façon quasi automatisée, etc., l'objectif était ici d'avoir une solution à faible coût, à partir de données idéalement non commerciales, etc., et reproductibles. Donc, il fallait vraiment garantir la généricité de la chose, la reproductibilité de la couche, et donc un des prérequis, c'était de ne pas venir percer cette couche avec des données exogènes. Et finalement, techniquement parlant, ne venait que rajouter des biais dans la précision des données.
Finalement, donc, quand on s'est repenché un petit peu sur tout ça, on s'est rendu compte que, ça va peut-être vous sauter aux yeux, mais que donc, tout avait du sens, enfin tout a du sens. Donc on est au niveau 1 avec de l'eau, aux maritimes profondes et aux maritimes peu profondes. On a des notions d'eau continentale, ensuite on est sur les surfaces végétalisées terrestres, les surfaces non végétalisées et les nodata. Ce qui nous a sauté aux yeux le premier coup, donc on est dans un effet standard et toute l'analyse a été faite, donc on est part du niveau 1, on va vers le niveau 2, on va vers le niveau 3. Le principe est tel qu'on doit être capable de faire l'inverse aussi naturellement. Si quelque chose au niveau 3 ne correspond pas naturellement au niveau 1, il y a peut-être un problème quelque part. Et c'est ce qui nous a sauté aux yeux, je vais juste vous le montrer. Ça c'est une tanne nue. Une tanne nue n'est clairement pas une surface végétalisée. Donc là, on se pose la question de dire dans quelle mesure on peut classer une zone non végétalisée, une tanne nue, dans une catégorie au niveau 1 qui s'appelle surface végétalisée. Et là, on se rend compte qu'en fait, dans la logique, on était surface végétalisée. Dans les surfaces végétalisées, il y a tout la mangrove. Est-ce que du coup, on est dans l'usage, enfin, on n'est pas forcément dans de la pure occupation. On est dans la catégorisation d'un écosystème et non d'un milieu objectif au sens végétal du terme. Dites-moi si je dis des bêtises en termes de thématique. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on avait effectivement là une aberration dans la construction de la typologie. Sauf si on enlève le nu. Sauf si on enlève le nu. Mais la question est telle que, est-ce qu'il y a des sols nus qui rentrent dans un écosystème de mangrove? La réponse étant, a priori, et sur dire d'experts BOTA, oui. Il y a juste un problème de segmentation. Donc peut-être en fait que la mangrove, et c'est là où on revient vraiment à la notion de cartographie, d'utilisation de ce type de couche, peut-être qu'on ne doit juste pas parler de mangrove ici, mais de palétuvier. Et une fois qu'on détecte le palétuvier, l'expert thématique est capable de dire « Ok, moi, dans mon écosystème de mangrove, je veux intégrer des surfaces végétalisées, donc les palétuviers. Je veux intégrer également des zones de sol nu, par exemple, dans une limite de temps de distance à mon plus proche palétuvier, ou dans une limite de distance à ma courbe de 1 mètre avec la salinité de l'eau. » Ça, c'est l'expert thématique qui le décide. On est vraiment dans l'utilisation d'une donnée objective. Mais du coup, on avait là une aberration claire entre une notion de sol nu et une notion de surface végétalisée. Donc en fait, on a essayé de retravailler un petit peu ça. Il y avait un autre élément qui avait été relevé. Je crois qu'on me l'a expliqué 3 fois, je ne suis toujours pas capable de le redire. Mais du coup, on nous avait relevé cette notion de sempervirente, qui est une redite par rapport à une autre classe de la typologie. Enfin, il y a de la redondance par rapport à une autre classe de ce niveau de poste, si je ne me trompe pas, Guillaume. La forêt sèche est sempervirente. Voilà. Sempervirente, c'est ce que tu as marqué en bas, tu as marqué atelier persistant. Pour une forêt sèche, c'est une opposition avec ça provient d'une erreur qui est faite sur les classifications. De prendre les classifications de France, tu as des forêts qui ont des feuilles toute l'année et des forêts qui perdent la feuille. Okay. C'est une vraie distinction écologique qui ici est non possible. D'accord. Donc on était effectivement, alors à l'époque, sorti de l'atelier en 2020, c'était le seul élément qui nous avait été relevé, sur lequel il fallait qu'on travaille. Je crois que c'est toi d'ailleurs qui avais mis le point là-dessus. Et ben, finalement, en se repenchant aussi d'un point de vue technique, en se disant, voilà tout l'enchaînement technique, de dire, ben, tiens, le croisement des données, sol nu, etc., on se rendait compte de certaines aberrations. Donc l'idée, en fait, a été de retravailler, et là, je vais regarder un mauvais lien, sinon c'est pas drôle. Oui, la mangrove, effectivement, est un écosystème, mais à ce moment-là, si on va jusqu'au bout de la démonstration, le maquis est un écosystème. Affirmatif. La question est surtout de savoir est-ce qu'on arrive à une aberration en fonction de ce qu'on est capable de détecter en termes de télédétection et ce qu'on n'est pas capable de faire. Si on était capable de détecter toute la structure d'une mangrove en restant dans une logique ici, du coup, de typologie emboîtée, si je puis dire, alors ça aurait pu rester. L'idée n'est pas de dire qu'on ne peut pas mettre mangrove parce que c'est un écosystème. L'idée est de dire qu'on ne peut pas appeler mangrove si on ne considère pas tous les éléments qui peuvent composer un écosystème de mangrove, dont la tanne nue. Et on ne peut pas mettre de la tanne nue si on est dans une catégorie au niveau 1 qui est surface végétalisée. Oui et non, un tannu soit, mais pour moi, un tannu, c'est typiquement quelque chose qui appartient à l'écosystème mangrove, c'est l'arrière-mangrove.
Et il est nu, mais il n'est pas si nu que ça. C'est-à-dire que si on va chipoter, il peut y avoir des petits végétaux très rares, voire il y a des films de bactéries, de cyanobactéries. Donc voilà, à la limite, je suis d'accord, il faut discuter, mais la limite, elle est quand même. Alors, la limite nous concernant, elle est on reste sur la notion de télédétection. À partir du moment où c'est détecté comme un sol nu, la cartographie, en fait, on va arriver à des biais et on va arriver à des fausses données. Donc, l'objectif, encore une fois, n'est pas de remettre en cause ce qu'est ou non un écosystème de mangrove. L'idée est de dire, est-ce qu'on peut, de manière certaine, à partir du moment où, au niveau 1, on distingue, on fait une segmentation entre ce qui est végétalisé et ce qui ne l'est pas, avec de l'imagerie spatiale, est-ce qu'on est capable d'avoir au niveau 2 une notion d'écosystème, si tant est que cet écosystème n'est pas forcément constitué que de zones végétalisées au sens où on va détecter au niveau 1. On est purement dans un aspect technique et pas un aspect thématique, hein, c'est important. D'accord, mais le palétuvier, c'est pareil. Je ne suis pas sûre que de manière automatisée, on trouve que c'est un palétuvier. On va voir de la forêt. C'est l'œil humain derrière qui, par expertise, puisqu'il est en bord de mer et qui voit notamment le tan derrière, etc., il va dire ça, c'est de la mangrove. Alors, la notion de palétuvier, alors on va arriver juste après sur la cartographie effectivement à proposer, enfin, une nouvelle typologie. On pourrait et on pourra intégrer, je disais palétuvier, c'est peut-être pas simple, j'ai plus en tête, mais l'idée étant qu'on peut intégrer une notion de palétuvier si, en termes de télédétection, on est capable de le distinguer, de le discréditer automatiquement. Pierre, tu voulais prendre la parole? Oui, en fait, je voulais juste remettre dans le contexte la méthodologie de comment on en était arrivé là, parce qu'on a vu le point de vue télédec, le point de vue on va dire scientifique, et en fait, nous, tout ce qui était collectivité, on avait ramené le point de vue juridique. Et en fait, là, on avait identifié mangroves et notamment les forêts sèches, parce que dans les plans locaux, les plans d'urbanisme directeurs, la province nous oblige à avoir des zonages de zones naturelles protégées de mangroves, de forêts sèches, etc. Et normalement, on était censé être référencé à la donnée provinciale qui identifie ces types de forêts, ces types de mangroves, et ainsi de suite. Et en gros, ce qu'on disait, c'était, est-ce que c'est pas, et notamment la ville de Mandor avait mis ça, c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le MOS pour le caler à l'échelle, puisque c'est du 5 millième, pour le caler à l'échelle, avoir un état des lieux au 5 millième de ce qu'il y a eu. Et nous, ça nous permet d'avoir le suivi par rapport à comment on a protégé et comment, en fait, ça évolue. C'était ça. Donc, du coup, ça devient très juridique. Il y a aussi le poids méthodologique. En fait, moi, il n'y a pas de mal à dire que la TANU, elle se retrouve dans les zones non, etc. Mais par contre, il faudra peut-être expliquer dans la méthodologie du MOS que si on veut identifier une mangrove, il faut récupérer cette classe, enfin, palétuvier, machin, et là, on a l'ensemble des mangroves. Alors, je temporise sur cet aspect. Alors, nous, la limitation de la couche qui doit être produite dans le cadre de ce MOS, et sous couvert du coup de Damien ici présent qui pourra réagir, doit être la pleine transparence et effectivement sur la façon dont on a construit nos classes. Par contre, si derrière on cherche à avoir une cartographie spécifique d'un écosystème, par exemple, la mangrove est un très bon exemple, il faudra avoir attrait à un expert thématique, qu'il soit public, privé, recherche. Là, il y avait Valérie Vallier qui intervenait donc avec un bureau d'études, qui connaît très bien le sujet, qui a même, à partir d'une donnée qui est construite de manière totalement objective, d'avoir une couche, donc une nouvelle couche, une nouvelle cartographie qui est construite en considérant des aspects thématiques. Mais l'idée là n'est surtout pas derrière de faire un guide utilisateur en disant si vous voulez la mangrove, il faut prendre telle et telle classe. Puisque si ça se trouve, et là on ne veut surtout pas rentrer dans ce genre de débat, la mangrove c'est peut-être pas aussi complexe que d'autres, mais les notions de quel type de plante ou autre, ou quel type de milieu rentre dans quel écosystème, on peut avoir des débats sans fin. Donc en fonction par exemple de l'expert, peut-être que la définition des classes à intégrer dans l'écosystème mangrove ne sera pas la même. Alors c'est peut-être le mauvais exemple, hein, encore une fois je ne suis pas assez expert du domaine, mais c'est là où on va pouvoir confier cette cartographie qui se veut être une couche de référence la plus objective possible et avec le plus haut level possible, et derrière confier à des experts du domaine, qu'ils soient experts botaniques ou qu'ils soient du coup bureau d'études spécialisés en environnement, etc., pour produire des couches thématiques spécifiques.
Attends, s'il te plaît. Donc, Aquaterra encore. Si vous pouvez juste vous présenter, on fait ça nouvel atelier. Merci. Lors du dernier OSS, Marc Destilmois et toi-même, vous avez dit quand même que les MOS auraient plusieurs formes, c'est-à-dire des MOS généraux, où on trouverait ces 3 niveaux, et d'autres beaucoup plus spécifiques à des terrains plus réduits, etc. Plus, je veux dire, moins généralistes. Alors, je pense qu'on parlait surtout des différents niveaux. Alors, il y a différents aspects. Il y a la typologie à 3 niveaux. Différents MOS, il me semble. Alors, alors oui, peut-être qu'il y a eu un compréhension. Ouais, peut-être. De ces différents MOS qui étaient pas spécialement sur un niveau, il me semble. On avait peut-être, alors il y avait eu des présentations pour rappel de ce qui peut se faire dans d'autres territoires, je pense directement à la métropole, j'ai plus le nom, mais du coup il y a des notions de nomenclature croisée, on a d'un côté le land cover, de l'autre côté le land use, donc là on est sur 2 types, c'est pas du MOS, c'est un côté occupation des sols et de l'autre côté usage des sols, donc on est vraiment sur 2 choses différentes, de façon d'appréhender différemment les milieux. Mais du coup, nous, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, et c'est là où on s'est directement rejoint avec Damien et les utilisateurs du club de la géomatique, c'est de dire que sur cette typologie qu'on définit à 3 niveaux, il y avait un niveau 4 potentiel qui, pour le coup, avait beaucoup plus attrait au niveau communal, puisque plus on va rentrer dans les niveaux, plus on rentre dans un niveau de détail qui va demander plus de résolution et de différence d'échelle, là où les niveaux 1 et 2 pourraient être faits de manière automatique tous les ans avec des données non commerciales. L'idée, c'est quel niveau de segmentation. Est-ce que peut-être à partir du niveau 3, voire du niveau 4, on passe à du spatial submétrique commercial et à de l'aérien, voire à des données terrain. Et l'idée étant de garantir encore une fois cette continuité de l'information pour que quand on rentre une information au niveau 3 ou au niveau 4, avec des MOS moins récurrents et plus chers finalement en production, on puisse alimenter une couche de base des niveaux 1 et 2 qui, elle, est mise à jour plus récurrente. Est-ce que ça a du sens et ça rejoint le... Oui, mais on s'aperçoit que tout est critiquable à chaque fois. Ah oui, tout est critiquable à chaque fois pour ce que vient de dire. Pardon? Pas déterminer le niveau 3. Ah si, il n'y a pas de... jusque-là, on a trouvé une collégialité, on a juste trouvé là une incohérence technique, non pas thématique, technique. C'est pour ça que là, on refait un pas en arrière sur une notion thématique, qui est par exemple là, c'est le cas de la mangrove. On a trouvé un autre exemple, je ne sais plus exactement où, mais je pourrais vous le mettre. Et on fait un pas en arrière, du coup, en disant attention, techniquement, il y a une aberration qui fait que si on va produire une carte, on va avoir attrait à des faussetés. Notre carte va être, notre zonage des mangroves ne va pas être bon. Il y aura une non-correspondance entre le niveau 1 et le niveau 3. Donc là, c'est juste techniquement qu'on remet en cause des aspects thématiques, non pas le contenu de la thématique, mais la capacité d'intégration du contenu thématique dans de telles cartographies. L'idée, pour établir une typologie, je suis d'accord, c'est on a mis énormément de temps à trouver un terrain d'entente, et ce terrain d'entente n'est jamais parfait. Il est constitué de quoi? Il est constitué de plusieurs réflexions, aussi bien au niveau légal, au niveau ce que l'on peut faire avec de la télédétection, donc détecter des aspects biophysiques de l'objet, et puis le côté écosystème. Il faut aussi que ça corresponde à quelque chose. Et donc, du coup, globalement, on était à peu près satisfait des 2 premiers niveaux. Le 3e commençait à poser problème parce qu'effectivement, on se retrouvait des notions beaucoup plus fines. Alors, certaines, d'ailleurs, on a enlevé les usages, parce qu'on avait mélangé les usages aussi. Et du coup, on s'était arrêté là-dessus, et ça avait plus ou moins fait un plus. Alors, maintenant, effectivement, comme le disait Jean, a posteriori, on a trouvé des choses qui choquaient un peu la vue. Et encore une fois, c'est une prédiction à prendre. C'est que si on parle que d'écosystème mangrove, à ce moment-là, l'État n'en fait pas. Et on peut le laisser là. Mais si on parle effectivement d'un point de vue purement géophysique, ce n'est pas une surface végétalisée, ou très peu, même si on le voit un peu très fort par là, c'est quand même pas une forêt, c'est majoritairement des sols nus sur terre. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, aujourd'hui, on est un peu là pour ça, c'est pour décider de savoir, sur ces 2 ou 3 classes qui posent problème, qu'est-ce que je fais?
Alors, juste pour étayer, on n'est pas forcément là, et je vais peut-être rassurer l'auditoire dont Acoterac a une vision thématique et un vrai apport à apporter là-dessus. Je ne pense pas que ce type de décision doit être pris là en séance forcément. Par contre, l'idée, c'est de vous présenter et de vous faire comprendre la façon dont on a raisonné, dont on raisonne pour la production. Donc, on est vraiment effectivement la pure télédec et la capacité technique à produire sans apporter de fausses informations. Et du coup, derrière ça, avec grand plaisir, vous le transmettre, se laisser un temps, vous laisser un temps pour lire, consulter et proposer éventuellement des nouveaux agencements, etc. Simplement considérer donc que tout ça, c'est un travail qui a été fait aussi grâce à des contributions. Je remercie ici Alexandre Lagrange qui ne peut pas se rendre dispo. Guillaume représente la profession, mais pour le coup, on a quand même co-construit ou re-réfléchi un petit peu tout ça avec Alexandre. Je crois qu'on avait discuté avec toi aussi, Guillaume, il me semble. Donc, c'est assez intéressant parce que l'objectif reste d'avoir attrait à de l'expertise thématique, finalement, avec en face un challenge technique de la capacité de production. Donc là, vous avez les éléments tels qu'ils sont reproposés. Je fais un cross-check de mon côté avec la végétation mixte. Alors, je vais vous partager un autre tableau, sinon c'est pas drôle. Je ne suis pas sûr qu'on va très bien voir, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément le meilleur moment. Vous voyez là ou non? C'est trop petit, hein, j'imagine. Moi, je vois bien, mais je suis à côté. Ouais, je n'ai pas trop non plus envie de faire un super exposé à l'âge de tout. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, on serait sur une notion, donc on est toujours sur les surfaces végétalisées, on a la notion de forêt, maquis, savane, autre végétation et plantation. Là, vous avez une nette évolution. Donc, pour rappel, hein, dans les conclusions de l'atelier l'atelier thématique sur l'occupation des sols, donc on n'était pas du tout orienté végétation, mais de l'année dernière, il y avait deux aspects. Le premier, c'était effectivement voir cette notion de selle pervirante. L'autre aspect, et non des moindres, c'était de commencer à travailler sur un dictionnaire des classes. Le fameux dictionnaire des classes consiste non pas à donner une définition de ce qu'on peut appeler ou non une forêt, consiste simplement à donner une définition claire et précise de ce qu'on détecte dans la carte qui est produite. La différence est juste importante et nécessaire. On n'est pas là pour donner des définitions d'écosystèmes ou autres, on est simplement là pour expliquer ce qu'on a cartographié. Et c'est vraiment l'information la plus importante à retenir, je pense. À une certaine échelle, tout à fait. Donc l'idée ici, c'est de savoir, donc, au niveau surface végétalisée, techniquement, on estime qu'on peut avoir une pertinence à distinguer les notions de forêt, de maquis, de savane, de plantation et d'autres végétations. Et donc en sous-classe forêt, on avait la forêt sèche, la forêt dense humide et autres formations forestières. Au niveau du maquis, on a le maquis arbustif, maquis ligno-herbacé, maquis paraforestier, autres maquis. Donc tout ça n'a pas été modifié. Là, on a eu des modifications. Modifications proposées, j'insiste. Au niveau de autres végétations, donc là, on retrouve la végétation mixte, les palétuviers et la végétation herbacée. Donc là, ce qui veut dire que techniquement, on est capable de distinguer un houppier de type palétuvier ou non, quelles que soient ces espèces. On n'est pas ici dans de la différenciation de type Rhizophora, Vicenia, etc. Simplement, est-ce que oui ou non c'est un palétuvier? La télédétection permet de discriminer ces plants, ces houppiers, et la végétation herbacée. Et au niveau des plantations, on a donc les vergers, les cultures saisonnières, la sylviculture et les autres plantations. Cette typologie-là, cette nouvelle version, on va dire, c'est pas la V2, c'est la V1.2 qui est proposée. Du coup, là, elle a été tordue par un télédétecteur, donc un référent technique, un T en fait, qui eux, maintenant, là, sont capables de dire oui, ça, techniquement, c'est faisable, ça tient la route. On a une chaîne entre le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et à l'inverse, niveau 3, niveau 2, niveau 1 qui tient la route. Du coup, là, on refait un point arrière en disant thématiquement, est-ce qu'on est toujours dans le vrai ou pas? Est-ce qu'on a des aberrations particulières? Sachant que du coup, on a chanté les aspects thématiques qui pourraient prêter à la conclusion techniquement. Je vais juste en bas pour voir s'il y avait du rouge. S'il n'y a pas de rouge, c'est que ça n'a pas bougé. Donc ça n'a pas bougé pour le reste. Donc je ne sais pas déjà s'il y a des réactions à chaud sur ces sous-segmentations. C'est peut-être pas hyper pratique de regarder ça là sur mon super écran bien zoomé qui ne permet pas de tout voir. Le mot grisé.
le mot jauni, là, c'est les dolines. Et encore au-dessus, on a les récifs émergés. Effectivement, là aussi, petite aberration peut-être. On est dans les eaux maritimes, sur des récifs émergés et sur des pays une zone en eau. Alors, ma question, tu étais tordu par un télédétecteur? Je viens. On dit que le télédétecteur est tordu, mais. Est-ce que il est, au-delà de la chaîne 1, 2, 3 et 3, 2, 1, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il pense être capable de le faire? Parce que là, pour moi, il y a des trucs dans les végétations, il y a des classes qui, enfin, pour moi, c'est la même chose. Tu avais un truc dans autre végétation qui était végétation herbacée, tu avais dans savane herbacée, et tu avais dans maquis herbacée. La question, c'est qui a un télédétecteur qui a regardé ça, est-ce que lui, il a dit oui, ça c'est bon, d'un point de vue télédétection, il marche? Alors, ça a été effectivement, du coup, si vous m'entendez, je peux parler là parce que le micro est dans le PC. Là, ça a été réfléchi, donc effectivement, enfin, ils étaient tous les deux l'un à côté de l'autre, donc avec Alexandre et Guillaume, pour le coup, notre Guillaume. Et pour le coup, donc, c'était la question qui se posait, c'était oui, mais du coup, par exemple, une zone herbacée, comment je la distingue? Et ils sont arrivés à une différenciation des différents milieux qui, pour le coup, étaient herbacés tous les deux, mais qui avaient des différenciations dans leur écosystème ou dans leur milieu, en tout cas, d'un point de vue zone géographique, étaient capables d'être distingués. Je ne saurais pas te dire là comment, je pense et j'espère que c'est dans la définition des classes. En tout cas, c'est l'objet du travail qu'on mène au niveau de l'ART. Je rappelle qu'on n'est pas financé pour le faire. Donc, du coup, l'idée, c'est de donner une définition aussi claire que possible. Le rôle du télédétecteur dans cette discussion a été de challenger justement en disant mais attends, enfin moi comment je le distingue, comment j'arrive à discriminer cette zone de cette zone, c'est toutes les deux des zones herbacées, en télédétection c'est la même chose. Et en fait à partir du moment où avec un croisement de données géographiques simples on est capable de le faire, alors on estime que c'est faisable. Typiquement. Il y a aussi la densité. Dans une zone complètement herbacée, il n'y a que de l'herbe. Je disais que dans une zone herbacée, il n'y a que de l'herbe, on va dire. Mais dans une zone ligno-herbacée, il y a un pourcentage d'autre chose que de l'herbe. Et c'est pour ça qu'on l'a classé comme ça. Donc, et pareil pour l'autre, je ne sais pas si tu pourrais remettre la végétation au niveau du tableau. Et également, là, on parle d'écosystème, typiquement. C'est-à-dire qu'on a une première classification par écosystème, et à l'intérieur de cet écosystème-là, on va distinguer de l'herbe, mais comme ça fait partie d'un tel écosystème, on va l'appeler différemment. Ça va être plutôt comme ça qu'il va falloir. On appelle ça l'approche objet chez nous, mais en télétechnique, on segmente le milieu d'abord par l'écosystème, et après on segmente par différents objets qui sont contenus dans cet écosystème. C'est pareil, maquis arbustif. Dire, oui, alors pourquoi arbustif pose des arbres? Est-ce qu'on arrive en télédétection? Oui, ça veut dire la quantité, il y a aussi l'espèce et la hauteur. La hauteur, tout à fait. En fait, on va croiser différents éléments qui sont faisables d'un point de vue de télédétection, de données géographiques, sans avoir attrait à de la donnée extérieure, encore une fois, et qui nous permettent d'arriver à ce niveau de détail, ou du moins de discriminer ces grands ensembles. Encore une fois, l'objectif là-dedans, et enfin, c'est vraiment le nerf de tout ce type de cartographie, quelle que soit la typologie retenue, c'est d'expliquer ce qui a été fait et les fameux croisements. Pour le coup, un expert BOTA, enfin 2 experts BOTA pourraient, et il y a de fortes chances qu'ils ne seront pas d'accord sur 2 classes ou la façon dont on distingue de 2 ensembles. Typiquement, ils pourront dire, ben tiens, ça en fait, je suis pas d'accord, la définition du maquis, la façon dont ils ont cartographié. À partir du moment où on a tout expliqué niveau de la typologie par niveau de la typologie, n'importe quel utilisateur averti sera capable de remonter au niveau précédent et de segmenter différemment. Et à partir du moment où on a des règles de décision qui sont claires, transparentes et comprises par l'utilisateur. D'où l'importance de la transparence dans la méthodologie et la technique utilisée. Oui, Valérie, tu veux prendre la parole? Tu n'as pas ton micro, hein? Pardon, là vous pouvez m'entendre. Oui, la personne qui a intervenu pour les 3 zones herbacées, j'ai un peu aussi, j'ai posé les mêmes questions.
Juste après, je vous explique, je ne sais pas qui est, vous étiez parti d'abord sur les écosystèmes. Tu es haché et là, on ne t'entend plus du tout. Il y a un problème de connexion. Justement, pourquoi vous les mettez d'autres végétations alors qu'à ce moment-là, c'est une forêt. Donc, ça devrait être, quoi, moi, dans mon sens, ça devrait être dans la forêt, voyez-vous. Parce que si on veut, par exemple, si effectivement un utilisateur se dit tiens, qu'est-ce que j'ai comme couverture de forêt, il va passer à côté des palétuviers. Alors que c'est un niveau d'arbre, on est bien d'accord. Donc, alors ça veut dire que sinon, il va falloir qu'il prenne forêt en niveau 2, il va falloir qu'il prenne palétuvier 3, voire du maquis paraforestier éventuellement au niveau 3. Vous voyez, si on veut faire une espèce de. Voilà, je veux faire une carte de recouvrement des arboricoles en Calédonie, là, pour moi, il y a quand même un non-sens biologique. Alors, je comprends le raisonnement technique, mais je trouve que d'un point de vue biologique, il y a vraiment c'est un non-sens pour moi. Alors, je suis d'accord avec toi, et c'est aussi pour ça que je ne sais plus qui disait ça, c'est peut-être toi Pascal, mais que finalement c'est sans fin. Enfin, on ne sera jamais d'accord en fonction de l'utilisateur. Là, on a orienté en l'occurrence la notion de distinguer par exemple les palétuviers des zones arborées du fait que c'était un écosystème, ça appartenait à un écosystème où c'était un milieu qu'on voulait reconnaître spécialement. Et là, du coup, on revient à ce que disait la ville de Nouméa qui tenait à différencier ça. Mais je suis totalement d'accord sur le fait que si quelqu'un qui veut savoir, qui veut connaître la zone finalement de forêt forestière sur le territoire et utilise simplement la couche forêt, on arrivera à des aberrations. C'est aussi la notion d'avoir attrait à cette donnée de manière, comment dirais-je, de manière réfléchie, en se disant ce n'est pas la vérité, c'est une vérité qui est à la fois technique et thématique en mêlant au mieux ce qu'on est capable de faire à date, de façon homogène à l'échelle d'un territoire et de façon reproductible, mais que si on a besoin d'une couche de forêt, eh ben, il faut réfléchir, ou du moins de toute la zone forestière, il faut pas prendre juste la notion de forêt, la typologie telle quelle, ou à minima, il faut lire la définition de la couche qu'on sélectionne. Et c'est aussi pour ça qu'on mène ces ateliers finalement, qui ont à la fois attrait à une expression des besoins, mais aussi de sensibilisation. On a réussi à toucher énormément, et je ne saurais pas le dire à ce point, mais d'utilisateurs potentiels, c'est-à-dire de gens qui aimeraient avoir des données et qui n'utilisent pas du tout le MOS aujourd'hui, ils n'utilisent pas les données géographiques forcément, ou qui n'ont pas la sensation de le faire, mais qui demain, du coup, sont sensibilisés aux limites de l'utilisation. Et l'objectif est bien d'avoir des référents SIG, d'avoir des gens qui comprennent l'utilisation de la donnée géographique et qui sont capables, du coup, de l'utiliser à bon escient. Et c'est aussi pour ça qu'on insiste sur la définition des classes. Et en revenant sur ce que tu dis, et je ne peux qu'appuyer dans ton sens, en disant, à la limite, il faudrait même qu'on précise dans la définition d'une classe de type forêt là, que cette classe ne contient pas toutes les zones de formation arbustive. Il faudrait que ce soit marqué de manière fort et claire, et des contributions comme la tienne là permettent justement d'identifier les freins pour lesquels l'utilisateur doit être averti. Oui. Et je pense que c'est comme ça qu'on palliera au mieux aux limitations de toute cartographie, puisque de toute façon, on n'arrivera jamais à quelque chose de parfait. Enfin, je pense que ce serait utopiste. Ça veut dire qu'il n'y aura pas faute dans tous les écosystèmes. C'est déjà le cas. Alors, il y a Mélanie qui voulait prendre la parole à distance. Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille au pôle forêt sèche, au Conservatoire d'espaces naturels. Et en fait, j'ai des questions par rapport à ce que tu dis, justement, et notamment par rapport au fait que la définition de ce qui est sur la carte est effectivement très importante, mais du coup, qu'elle peut être différente de la définition de l'écosystème. Et je pense notamment à la forêt sèche et notamment aux difficultés que nous avons rencontrées avec la cartographie des forêts sèches de la commune de Boulou-Paris et au nombre de vérifications terrain que cela a demandé. Et je voulais savoir comment, avec le MOS, justement, ce genre de problème pourrait être pris en compte. Et voilà, comment, à partir de ces analyses d'images, on pourrait justement avoir une définition de la carte qui serait au plus proche de la définition de l'écosystème. Alors, merci mille fois pour cette question, qui du coup me permet tout de suite de rebondir sur l'élément clé
Et le plus important de toute cartographie, à commencer par celle-là, ça a été levé en 2019, ça a été levé dans tous les ateliers, ça a été levé en 2020 et on va le relever aujourd'hui encore, la donnée de référence, la donnée terrain. On sera capable, donc effectivement, tu parlais de la nécessité d'avoir beaucoup d'informations terrain. Toutes ces cartographies-là et toute cette typologie ne pourra être respectée et les produits ne pourront être validés, avérés, etc., que si on dispose d'assez de données de référence pour effectuer cette cartographie. Dans le cas de Boulou Paris plus particulièrement, et je le sais hein, parce que c'est Insight qui a rencontré des problèmes dans cette cartographie, à l'inverse du même sujet sur une autre commune, c'est que c'était pour le coup, on est tombé sur un milieu qui était totalement minoritaire et avec finalement très peu de données de référence sur la dite commune. Donc c'est finalement un équilibre global et je vais peut-être laisser Marc étayer si besoin en termes de pure télédec parce qu'il y connaît quand même plus que moi sur le sujet. Mais l'idée étant qu'on est vraiment sur la notion de disposer d'assez de données de référence pour permettre une cartographie globale. La notion de forêt sèche, par exemple, c'est un petit peu le résultat de ce qu'on a soulevé. Des discussions et des conclusions un petit peu de nos différents projets sur le sujet ont été que sur certaines communes, c'était à la limite presque facile parce qu'il y avait une vraie représentativité du milieu, là où d'autres, c'était vraiment minoritaire, donc très difficile en termes de télédétection. Alors que finalement, réfléchi à une échelle plus globale et disposant d'un minimum de données de référence, on arrivait à avoir une cartographie la plus fiable possible. J'insiste aussi du coup sur un second point qui est que à partir du moment où on ne part plus de zéro, on a toujours des facilités finalement à mettre à jour des cartes puisque il y a des mises à jour au fur et à mesure et que les données de référence, le gros boost est à mettre au début, là où ensuite ça se fait beaucoup plus facilement ou beaucoup plus simplement, je pense. Est-ce qu'il a répondu à ta question? Mélanie, ça répondait à ta question, ouais? Oui, en partie. Et en fait, c'est que tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il fallait limiter l'apport de données exogènes. Et du coup, j'avais compris que tout ce qui était vérification de terrain ou données autres ne devait pas rentrer en ligne de compte, en fait. Alors, je me suis totalement, à ce moment-là, fourvoyé dans l'explication. Non, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Non, pas du tout, et tu fais très bien de le souligner. Ce qu'on appelle données exogènes, c'est totalement différent des données de référence. Une donnée de référence, c'est une donnée in situ, c'est une donnée qualifiée qui va permettre de mettre en place les modèles qui vont nous permettre de générer les cartographies qu'on vise. La donnée, ce qu'on appelle peut-être à tort, hein, la donnée exogène, c'est une couche qui est déjà produite et dont le niveau de véracité n'est pas forcément avéré, qui dispose déjà de biais. Quand quelqu'un va sur le terrain et nous dit ça, à ce point-là GPS précis, c'est une route, ça s'appelle une donnée in situ et c'est une donnée de référence qui va pouvoir être utilisée dans une cartographie automatisée en tant que soit donnée d'apprentissage, soit donnée de vérification du modèle. Par contre, une base de données déjà construite qui elle-même dispose de biais ne peut pas être entrée et venir percer une couche. C'est-à-dire, on ne peut pas appliquer cette zone, je vais prendre l'exemple de la BD Topo, on ne peut pas prendre la BD Topo qui est mise à jour tous les 5 ans, etc., de manière ponctuelle en fonction des développements, des zones et autres, tant bien que mal, donc par les institutions locales, on ne peut pas arriver à prendre cette couche et dire ça c'est une vérité et moi je classifie le reste. On va uniquement utiliser les données considérées comme données qualifiées dans cette couche éventuellement, et encore que. Mais du coup, on va récupérer les dernières données terrain et on va récupérer les données de base, les relevés terrain qui ont servi à produire cette couche. On ne va pas utiliser la couche dans sa intégralité, on va vérifier la corrélation entre la date de production de ces données qu'on pourrait utiliser et la date d'acquisition de l'imagerie. Et en fait, on va avoir attrait à quelque chose de beaucoup plus sensible en ce qui concerne l'utilisation des données de référence. Mais effectivement, l'expression n'était peut-être pas la bonne. Quand je parle de données exogènes, ça prête à confusion. On a d'une part des données in situ, des données qualifiées, référencées par des experts thématiques en tant que telles, avec un point GPS et toutes des notions de métadonnées qui nous expliquent cette donnée de référence, comment elle a été prise, quand elle a été prise, etc. Quitte à avoir des photos dans le meilleur des cas. On doit aussi travailler d'ailleurs sur des fiches types pour homogénéiser un peu ce type de levée terrain. Et ça, c'est à différencier totalement de bases de données autres qu'on pourrait venir utiliser. Un exemple concret de ça, je vais juste terminer là-dessus, c'est par exemple
la couche de forêt sèche. Le CEN a produit, sauf erreur, une couche de forêt sèche. On ne peut pas se permettre, dans le cadre de la cartographie dont on parle, de venir utiliser cette couche, de l'appliquer sur notre cartographie et de dire, bon, bah, ça c'est déjà fait, on le sait, c'est de la forêt sèche. On va pas prendre une couche, un produit fini. On va juste éventuellement utiliser les données de référence que le CEN a utilisées pour produire sa propre carte. Éventuellement, si on n'a pas d'autres données terrain in situ qualifiées. Mais on ne va pas utiliser la couche produite, qui d'ailleurs a été faite par télédétection, etc., qui dispose de ses propres biais. On ne va utiliser en données de référence que des données terrain acquises par des référents techniques ou thématiques. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que souvent les données exogènes servent de masque. Oui, effectivement. Donc, Pascal précise que souvent les données exogènes dont on parle servent de masque. Je confirme, en cartographie, on a tendance, quand on utilise des couches, des bases de données comme ça, on prend la couche, on sert de masque. Effectivement, on revient à se dire, bon, ben, ça c'est fait, c'est cartographié. Maintenant, je me concentre sur le reste. Ça ne doit pas effectivement être un masque. Tout à fait. Juste préciser qu'effectivement, le travail de télédétection se base sur des données les plus vraies et ce qui nous rapproche le plus de la réalité. Donc, effectivement, si on part à partir de données qui sont déjà dédiées, ça peut créer des problèmes. Donc, effectivement, les données de terrain sont considérées comme des données de référence et pas comme des données de seconde. C'est une question de terme. Je crois qu'il y a une question. Oui, merci. Thomas Gaillard de Microsoft. Juste une question concernant la définition des maquis par rapport forestier. Est-ce que vous parlez des maquis gémostoma, des paysages du sud, ou alors qui ont d'ailleurs une similitude spectrale particulière, ou si c'est un stade d'évolution vers la. Je ne saurais pas du tout répondre à ta question, si ce n'est en te donnant la définition qui est là. Le maquis paraforestier, c'est marqué comme une formation arbustive dense de plantes de maquis constituées de grands individus et précurseurs du stade forestier. La formation est souvent présente dans les zones de maquis les plus humides, criques, palmeiles et en lisière forestière. C'est des là, donc je ne sais pas si ça fait, mais peut-être que Guillaume, d'un point de vue en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'on va peut-être les institutions. C'est mieux qu'on va très bien dans ce débat-là. Je pense que la réponse, elle est plutôt dans ce que disait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire que la question que tu poses, il faut se la poser un jour où on ne demandera d'identifier les maquis à gémostoma dans le sud. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qui est détectable en tant que végétation qui n'est pas un maquis arbustif et qui visiblement n'est pas une forêt, et qui se trouve entre les deux et qui est là, a priori, un maquis paraforestier. C'est là où j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, la distinction n'est pas hyper claire. Pour moi, si demain j'ai cette couche-là pour travailler, je m'en servirai, mais ce ne sera pas une vérité. Ce sera un outil parmi d'autres. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, parce que sinon le débat est effectivement c'est zonal, en fait. Oui, tout à fait, c'est zonal avec une notion de croisement de données géographiques et d'extraction à partir d'imagerie satellite. Je vais donner la parole à Hugo Roussafa, là, qui est en ligne, et puis après, on va peut-être enchaîner un petit peu. Oui, bonjour. Hugo ? Oui, on t'entend. Non, moi, j'ai une question un peu plus générale sur l'utilisation des MOS. Il y a quand même une grosse attente sur la partie évolutivité en fait, des paysages. Et est-ce que le fait de changer quand même les classes, est-ce qu'il y a quand même de prévu des ponts entre les précédents MOS et celui-ci? Alors, c'est tout un débat. La question était notamment, alors ça a été soulevé dans le premier OSS, donc en 2019. La question était, sauf erreur, de dire est-ce qu'on veut vraiment opérer à des ponts ou est-ce qu'on veut garantir de pouvoir en faire dans le futur? Donc, le premier objectif, c'est de garantir la pérennité de ce qu'on va mettre en place. L'objectif secondaire, c'est d'essayer d'établir les ponts et donc en continuité avec ce qui a déjà été fait.
Ce qui a notamment été soulevé, en tout cas c'est ce qui me semble, hein, c'est de mémoire, donc je ne suis pas serein dans mes propos, mais c'était notamment qu'on dispose dans les anciennes données des données de référence, dans les anciennes couches et MOS qui ont été produits, des données de référence. Donc qui dit la production d'une couche avec une reproductibilité la meilleure possible, donc avec une pérennité de la couche d'information qu'on pourra produire, dit aussi la capacité de l'appliquer à des données un peu plus anciennes. Et donc, on avait notamment les données Spot 6.7 là, qui ont servi au dernier MOS. Ces données pourraient être, on pourrait imaginer repasser à la moulinette ces données-là pour essayer de voir ce que pourrait donner la continuité. Mais sauf erreur, donc, Damien du gouvernement et du Club de la géomatique a acquiescé, a priori, sur le fait que l'objectif était de garantir la pérennité sans se dire il faut absolument coller au dernier. Et de sorte notamment que les croisements se feront assez naturellement et s'il le faut que dans des grands ensembles. Et s'il faut qu'on croise juste la notion de végétation, de non-végétation, ça fera déjà un minimum de continuité. Mais ce n'était pas la priorité affichée, quoi. Ou au moins jusqu'au niveau dit Pascal, effectivement. Autant qu'on le pourra, dis-moi. Ça répond à ta question, Hugo? Oui, merci. Vas-y, Pierre, après on... C'est plus une interrogation sur la méthodologie. Je ne sais plus si je l'avais évoqué, mais il y a les toitures terrasses. Du coup, les toitures terrasses végétalisées. Et qui sont encouragées, notamment dans le PUD numéro 1, mais je pense qu'ils sont encouragées dans les autres PUD de Dunbea, Paita et Landor quand ils sont finis. Est-ce que c'est considéré comme terrestre? À partir du moment où c'est à plus de 5 mètres et où il y a de la verdure, c'est une zone arborée. Je rigole, je blague. Non, là on sera vraiment dans, je vais me prendre toutes les foudres. Là on est vraiment dans du croisement intelligent de données. On est en plein milieu d'une zone urbaine. Quelle est la taille de la tâche? Donc on va analyser la forme. Si ton milieu il est détectable sur un pixel, ou je crois le minimum c'est sur du Sentinel-2, on va être à 4 ou 5 pixels de 10 mètres. Déjà ça te fait un sacré toit terrasse, j'aimerais bien habiter. Mais pour le coup, on va prendre un petit peu tout ça en considération. Quelle est la taille du pixel? Quelle est la MMU, l'unité minimale de collecte? Est-ce qu'on est en zone totalement urbaine ou pas? Et en fait, c'est comme on disait, hein, du schéma logique de croisement de données, un arbre décisionnel qui va nous permettre de donner de le classer quelque part. Mais du coup, je te confirme que ce type de milieu, a priori, ne serait pas détecté au niveau 1 et 2 avec des pixels à 10 mètres. On ne travaille pas à l'échelle du pixel, mais d'un amas d'une dizaine de pixels dans ce type de cartographie, donc déjà on est hors scope. Et ensuite, si c'était le cas, par exemple, au niveau 3, voire au niveau 4, avec des données submétriques, que ce soit d'imagerie spatiale, commerciale ou d'imagerie aérienne ou autre, du coup, on aurait des arbres décisionnels qui viendraient compléter de sorte à pallier à ce type de problématique. Oui, en fait, c'était juste que tu le classes là-dedans. Ah, pardon. En fait, c'est juste est-ce que tu considères ça comme terrestre ou pas? C'est une bonne question. Je pense que ce serait. Ouais. Après, tu peux dire que c'est terrestre, parce qu'il faut avancer la Terre et la mer, mais après. Oui, encore une fois, c'est pour moi, point de vue télédétection, le signal et l'objet biophysique, ça va être végétatif. Ouais. Après, alors je comprends ton raisonnement et peut-être que la réponse technique est la suivante. Sur un pixel à 10 mètres, aujourd'hui, enfin, on l'a expliqué, on n'est pas capable, on ne va pas discerner ces zones. D'accord? Donc, on aura des grands ensembles, ce sera dans les zones imperméabilisées, terrestres et anthropisées, etc. Si on le détecte à un niveau beaucoup plus fin, par exemple au niveau 3 ou au niveau 4, le chemin inverse ne va pas être de dire, puisqu'on n'est plus sur la même donnée de référence, on n'est plus sur la même échelle, donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Si tu passes à une échelle supérieure, en fait, tu vas considérer un ensemble de pixels. Donc, à partir du moment où tu as à l'échelle supérieure une zone de, je vais extrapoler, hein, mais de 1 hectare qui est végétalisé, qui se noie au milieu d'une zone de 50 hectares non végétalisés, ou même 10 hectares non végétalisés, quand tu vas faire finalement la loi de chemin inverse et de changement d'échelle, tu vas retomber sur je crois la loi des grands ensembles, il y a un terme pour ça, qui dit que c'est la classe majoritaire en fait qui va prendre le dessus par rapport à une unité minimale de collecte. Mais du coup, entre ta cartographie et celle affichée ici, on n'est pas sur la même échelle, donc on n'est pas sur la MMU. Et en fait, dans le changement d'échelle, ça pourrait être prévu de par les notions de classe majoritaire. L'aspect effectivement préservabilité, il y a aussi, là, on tombe peut-être dans le domaine de l'usage.
C'est aussi peut-être autre chose. Mais je suis pas d'accord. Enfin, mais en cartographie, c'est de la végétation. C'est de la végétation. Des fois, il n'y aura rien dessus à part de la végétation. Justement. Donc, ils utilisent cette carte-là pour faire pousser les choses. Est-ce que c'est. Le croisement de données pourra faire qu'on identifie de la végétation dans une tâche urbaine avec une notion de taille, d'emprise, de zone végétalisée tellement moindre que du coup, là, on pourra lui donner une définition particulière. Mais là, du coup, on est déjà dans le niveau 4. Ouais, mais oui. Mais en tout cas, en Télédeck, j'ai vu des travaux de l'APU où ils arrivent à. Alors, je pense qu'ils croisent aussi d'autres données, mais ils arrivent à identifier les toitures terrasses sur Paris. Alors, c'est largement faisable. Tout à fait. C'est largement faisable, mais simplement que là, dans la réflexion, on est à une couche homogène, reproductible à une échelle territoriale. Mais ouais. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Moi, je vois bien, justement, parce que moi, qui me concerne beaucoup, c'est la 3 et 4. Et ton intervention est bonne, c'est pas le problème, c'est que tout est faisable. Hein. Il suffit de prendre des bons outils pour le faire, hein, avec des héros, on peut faire aussi des choses. Mais voilà, on n'était pas au niveau de l'échelle de ça. On n'est plus dans les mêmes échelles. Je sais, l'échelle cartographique, je ne saurais pas te dire, mais la notion, c'est taille du pixel à 10 mètres. Alors, on ne t'entend pas au... Pardon. Tu peux lui passer le micro, s'il te plaît, vite fait? Merci. Nouvelle animateur. Je disais que pour les niveaux 1 et 2, on est au 50 millième à peu près. On peut descendre après au niveau 3 au 25 millième, etc. Donc, le niveau 3, pour moi, c'est du 25 000, 20 000 à l'arrivée. Tout à fait. Donc, pas plus. Donc, pour répondre à ta question, pour les toits végétalisés, c'est pratiquement impossible. C'était volontaire. Est-ce que je considère ça comme du terrestre? Ça dépend de ton échelle. Et après, il sera tout seul. Ouais, pas de souci, on aura l'occasion de rediscuter, ça fera l'objet de niveau 4, mais c'est techniquement faisable et pour le coup, c'est des cas intéressants. Je vous propose de continuer. Donc, il y a Alexander qui nous a rejoint donc pour une intervention à distance. Alexander, tu nous entends ? Alors, tu n'as pas ton micro, je ne sais pas si tu nous entends, si tu es disponible. Ah. Bonjour. Alors, je vois ton micro, je vois que tu parles, mais on ne t'entend pas. Non. Ça va pas? Allô, allô. Oui. Alors, on t'entend de très, très, très loin. On a les sons de l'ordi, mais on n'entend pas la voix. Donc, on entend quand tu tapes. Peut-être qu'il y a un problème de branchement ou... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Vraiment de très, 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 très loin, quoi. Je ne sais pas, j'essayais de connecter les... Là, on t'entend bien. Les micros. C'est bon maintenant? Oui, là, c'est parfait. Très bien. OK. Par contre, je ne vois pas l'option de connecter les vidéos. De partager l'écran ou de mettre ta vidéo? Non, non, la caméra. Il n'y a pas l'option d'activer la caméra. Ah, c'est étonnant. Bah, nous, moi, je l'ai à mon niveau. Tchac, elle est ici, là. Donc, en haut à droite de la fenêtre. Oui, mais moi, je ne sais pas. C'est pas trop grave, à la limite. Est-ce que, si ça te va, donc on peut te laisser te présenter et partager ton écran pour ta présentation? Oui. On va passer à la prochaine présentation d'Alexandre Verger. Il va se présenter lui-même. Il est connecté, le pauvre, depuis la métropole.
est très très tôt pour lui. Donc Alexandre, si tu veux, on peut nous passer ta présentation ou alors tu partages l'écran. C'est comme tu veux. J'essaie de partager. D'accord. On reviendra sur ta question, Pascal, juste après, pardon, je ne l'avais pas vu. Du coup, on voit ton écran, c'est parfait, Alexander, the floor is yours. Ok, merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Par contre, désolé, je ne sais pas pourquoi la caméra ne marche pas. Bon, je n'écris pas beaucoup parce que les enfants, ils dorment. Bon, je suis Alexandre Berger, je travaille au CSIC. Je suis chercheur au CSIC au CIDE. C'est un centre à Valence et aussi je suis associé au CREAF à Barcelone. Et avant, j'ai travaillé à INCRA et bon, je vais vous présenter les produits qu'on a développés dans le cadre du programme Copernicus Global Land Service et dans le cadre des services TEIA, sont les produits végétation des variables biophysiques. Plus en particulier, je le présente après. On peut différencier bon, je m'excuse d'abord parce que mon français c'est un peu rouillé. Alors, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez me demander, parce que peut-être que j'ai créé des mots. Et on peut différencier des échelles de travail à une échelle kilométrique, hectométrique. C'est l'échelle d'intérêt dans les études de cycles biogéochimiques, les cycles du carbone, les cycles de l'eau, par exemple, et pour les études de changement global. Par contre, pour des travaux sur la gestion des ressources naturelles ou pour l'agriculture de précision, l'agriculture, on a besoin d'une échelle de travail à une résolution spatiale plus haute avec des capteurs décamétriques. Je commence pour vous présenter quelques produits à cette résolution kilométrique et hectométrique et avec quelques applications et résultats de validation. Pour les études en climat, la communauté climatique elle est intéressée à avoir des séries temporelles longues, stables, et sans problème de calibration d'un capteur à l'autre, avec une consistance, cohérence temporelle, continuité temporelle, et avec un centre et aussi que les produits ont une qualité contrôlée avec des incertitudes bien caractérisées et avec une traçabilité des erreurs. GCOS a identifié toute une série de variables climatiques essentielles, parmi lesquelles, dans la composante biosphère, on trouve la fraction, la FAPAR, fraction de radiation photosynthétiquement active qui est absorbée par la végétation ou le Liffaria Index. J'imagine que vous connaissez la définition, mais je vous rappelle le Liffaria Index, c'est la surface des éléments végétaux verts par rapport à la surface horizontale. Et il y a différentes définitions, mais ce qu'on peut observer par télédétection, c'est ça, plutôt le Green Area Index.
La F à part, c'est la fraction de part. Part, c'est le rayonnement entre 400 et 700 nanomètres. Et c'est la fraction de part qui est absorbée par la végétation. C'est un paramètre ou une variable intéressante dans quelques modèles de productivité. Et, bon, dans le cadre des programme européen d'observation de la Terre, Copernicus, on a développé ces variables climatiques essentielles, et en particulier dans le cadre de Copernicus Global Land Service, que c'est la partie land et la partie globale du service land. C'est le programme Copernicus, le service Copernicus Global Land Service. Et il y a différents produits disponibles. Et parmi lesquels on trouve les produits de végétation. Et dans les produits de végétation, il y a le Leaf Area Index et la FAPAR. Il y a aussi l'FCover, que c'est la fraction de surface qui est occupée par la végétation. Alors, on trouve des produits issus de différents capteurs à partir de Spot Vegetation depuis 1999 plutôt, jusqu'à 2013, et après on passe à Prova en 2014, et maintenant on travaille déjà avec les capteurs Sentinel-3. Comme je vous ai dit, la communauté globale elle est intéressée à avoir des séries longues, cohérentes et continues, avec pour caractériser les anomalies, les tendances à niveau global. Et aussi, il y a des utilisateurs opérationnels qui sont intéressés à avoir des données en temps réel. Et ce qui est important aussi, c'est un contrôle de qualité et de validation des produits continu. Et on trouve différentes versions des produits Leaf Area Index FAPAR FCover dans le portfolio de Copernicus Global Land Service. Il y a différentes versions à différentes résolutions spatiales. Il y a les produits en kilomètres, version 1, les produits en kilomètres, version 2, et il y a les produits 300 mètres. Avec quelques différences à niveau algorithmique que je vais vous présenter. Et le produit en kilomètres version 1, c'est une série longue de plus de 20 ans avec la combinaison de Spot Vegetation et Prova. Et il a amélioré la fiabilité des produits par rapport à des autres produits existants dans les marchés, comme les produits Modix, par exemple. Et la version D de 1 km par rapport à la version 1, la version D, c'est une amélioration par rapport à la version 1, parce qu'on génère des produits en temps réel et en plus des produits continus sans trou. Et on voit ici un exemple de février 2014, version 1, où on observe des trous au tropique ou à haute latitude, par la neige ou par les nuages. En version D, on voit une carte continue sans trou, parce que dans ce cas, on utilise une climatologie issue des données pour boucher les trous. Je vous explique après la méthode. Et la version 3, la version 300 mètres, l'amélioration, c'est à niveau de la résolution spatiale. On voit ici un exemple des Alpes à 300 mètres et ce qu'on voit en kilomètres. On perd quelques détails. Et le principe général de l'algorithme Copernicus Global Land Service, il se base il y a des étapes.
dans l'algorithme, il y a une première étape où on transforme les réflectances des différents capteurs en un produit biophysique, l'IFARIA Index et FAPAREF-COVER. Et pour le faire, on utilise des techniques de machine learning, en particulier des réseaux neural networks, réseaux de données, réseaux neuronaux. Et alors, cette première étape, on transforme les observations, les réflectances, en produits biophysiques après avoir entraîné la réseau. Et pour la phase d'entraînement des réseaux, on utilise des produits déjà existants, des produits biophysiques déjà existants qui ont fusion pour générer un produit fusionné à partir de différents produits existants qui prennent en compte les bénéfices des produits déjà existants et qui minimisent les problèmes qui présentent ces produits selon les différents exercices de validation qu'on a fait. Alors, une fois on a généré cette meilleure estimation et on calibre les réseaux, et une fois les réseaux sont déjà entraînés, on peut les tourner en opérationnel en prenant entre les réflectances des capteurs qui donnent comme issue un produit biophysique. La version 1, c'est des produits en kilomètres, c'est justement ça. On utilise comme réflectance d'origine des composites temporels à 10 jours. Ce sont des réflectances normalisées des effets directionnels et les sorties des réseaux sont les produits finaux. Par contre, dans la version D en kilomètres ou la version 300 mètres, en plus de cette étape des réseaux, dans le réseau, on utilise des données journalières comme entrée, à différence de la version 1. Et on ajoute aussi les angles, la géométrie d'observation comme entrée des réseaux. Et on génère un produit journalier, un produit instantané, et un produit biophysique instantané. Mais à la fin, les produits finaux sont des produits décadaires en fréquence de 10 jours. Et pour avoir ces produits décadaires, on fait une composition, il y a une étape de composition, de lissage des données journalières et éventuellement des gap filling à la version D. Et, bon, la première étape, l'utilisation des réseaux neuronaux, on utilise un réseau assez simple avec une couche, une seule couche cachée de 5 neurones sigmoïdales avec une couche finale avec un neurone linéaire. Et ici, on voit les performances des réseaux. Par exemple, ici, c'est les réseaux qu'on utilise pour générer le produit Sentinel-3 que j'avais entraîné à partir des produits Prova, les produits existants Prova. Et ça, c'est la performance théorique. Mais après, une fois les réseaux sont déjà entraînés, les coefficients, les biais associés à chaque neurone, les poids des entrées, tout est déjà calibré. Une fois c'est calibré, on peut les appliquer en opérationnel et c'est très, très rapide et efficace de les appliquer. C'est pour ça qu'on utilise cette technique, parce qu'on est intéressé à processer en temps réel des produits globaux, journaliers, pour générer un contenu de produits, de cartes chaque 10 jours. Alors, les réseaux neuronaux sont assez efficaces, mais comme je vous ai expliqué, un des priorités de la communauté, c'est avoir des séries
assez lisse et cohérente temporelle, avec une cohérence temporelle. C'est pour cela qu'on utilise des techniques de smoothing. Et en particulier, on a essayé différentes techniques. Il y a toujours un compromis entre la fiabilité ou la accuracy et la smoothness. Et on utilise un filtre type Savinsky-Golay, un filtre polynôme. Et aussi, on utilise un climato, que c'est la moyenne temporelle des données de séries climatiques, de séries temporelles. À partir des séries temporelles des produits biophysiques, on génère un climato qu'après on utilise on adapte à les données pour boucher des trous, aussi pour filtrer. On voit ici par exemple, les points sont les leaf area index issus des réseaux. Et on voit par exemple ici il y a des trous. En noir, c'est le produit final. Pour générer ce produit final, il y a la climato, que c'est un pointillé vert qu'on adapte aux données existantes. Et la climato, c'est un vert continu. Et quand il y a des trous, on bouge avec la climato. Et comme je vous ai dit, les produits Copernicus Global Land sont des produits en temps réel. Et pour améliorer en temps réel, c'est qu'il n'y a pas d'observation après la date qu'on processe. Ici, on a observation dans le passé, mais il n'y a pas d'observation après la date qu'on est en train de générer. Et pour améliorer l'estimation finale, ce qu'on fait, c'est qu'on génère des différentes estimations qui, dans une période de consolidation des produits qui dure 60 jours, et chaque décade, on génère les produits précédents. Comme ça, on améliore l'estimation jusqu'à ce qu'on arrive à avoir assez de données dans le passé et dans le futur de la date qu'on processe pour générer des estimations assez robustes. Et là, ce serait le produit final. Dans cet exemple, on voit les produits journaliers sont les points, les produits temporels, c'est les bleus. Il y a dans quelques cas, quand il y a des bruits dans les données journalières, les produits en temps réel, c'est plus instable. Et pour améliorer la cohérence temporelle, on génère cette consolidation. Et bon, on a fait des exercices de validation des produits. On voit ici la comparaison des produits version 1 km, en magenta, version 2 en rouge, aussi la version 300 mètres en bleu, ou les produits Modis. On voit par exemple que Modis est assez bruité dans les forêts tropicales. Par contre, les autres les produits Copernicus sont très lisses, mais la version D n'a pas de trous, là où la version 1 a des trous, par exemple à l'hiver ou ici dans les tropiques. Et pour la validation, on utilise une approche bottom-up et on escale des données genre in situ qu'après on utilise pour la validation des produits. Et on fait aussi, comme je vous ai dit, une intercomparation entre les différents produits existants. Et ici, par exemple, on voit la comparaison de Sentinel-3 par rapport à Proa. Et on fait des cartes de différence ou des histogrammes. Et on voit dans ce cas qu'on a assuré la continuité du service avec Sentinel-3
Ici, par exemple, c'est en Sentinel-3, c'est le produit issu des capteurs Holtzy en magenta et en cyan. Et Prova, les produits Prova pour la même période, c'est en orange et on voit qu'il y a un bon accord entre les deux, ce qui veut dire qu'après Prova, on peut continuer à utiliser le produit Sentinel-3. Et on a utilisé le même principe algorithmique pour générer des séries temporelles plus longues à partir des capteurs AVHR, de générer des séries de plus de 40 ans depuis 1981 dans le cadre des services ou le pôle de surface continentale TEIA. Et je suis responsable aussi de la génération de ces produits. Et les produits sont, comme les produits Copernicus, sont disponibles en libre et vous pouvez les télécharger dans ce cas dans le site TEIA. Alexander, tu m'entends? Oui. Pardon, juste pour m'assurer que ce soit OK, on a défini entre 15 et 20 minutes par présentation. Là, c'est très, très technique. On n'est pas forcément dans un auditoire ultra technique ou scientifique. Peut-être aller à l'essentiel et puis partir vers la conclusion et puis prendre peut-être 5 ou 10 minutes pour conclure là. En tout cas, aller dans les maximum 10 minutes si ça te va. Ça marche. Parfait, merci. Bon, je m'excuse, je ne connais pas l'auditeur, je ne connais pas les niveaux. Pas de souci, pas de souci. Et bon, je passe à l'essentiel. Alors, quelques applications peut-être. On peut utiliser ces séries temporelles pour générer des produits phénologiques, par exemple. C'est les dates à lesquelles commence la saison, la sortie des feuilles ou la date pour laquelle il y a la sénescence. Et on a fait ça, on a généré ces produits et on les a comparés avec des données in situ, par exemple des phénocam, et on voit un bon accord entre les produits satellites et les produits in situ. On peut utiliser ces produits aussi pour les applications en changement global, pour voir les tendances en révertissement de niveau planétaire avec les warming. Et on constate un avancement de la date de sortie des feuilles, où on constate un délai dans la date qui finit la station de croissance, avec l'augmentation de la température, la fertilisation. On voit ce révertissement, mais la question c'est jusqu'à quand, et avec les changements de l'utilisation du sol, avec les sécheresses, quels seront les effets de ça? Et il y a des études qui constatent qu'avec la sécheresse, par exemple, il y a une désaccélération de le greening ou même un browning. Il y a aussi des applications opérationnelles de ces produits. Par exemple, le produit FAPA version D a été utilisé dans le cadre del service crop monitoring de l'unité MAX de GRC pour générer les bulletins mensuels de crop monitoring en Europe, qui aide à la prise de décision sur la politique européenne. Et ce produit s'utilise aussi dans des applications de food security. Par exemple, ici en Afrique, il y a des régions qui sont très sensibles
dans ce cas à la pluviométrie, et on peut anticiper ou générer des alertes à partir des méthodologies qu'utilisent ces produits de détection. Par exemple, dans ce cas, on utilisait les produits faits à part au Sénégal pour générer un service pour anticiper les possibles problèmes de sécurité alimentaire. On voit ici en 2012 que c'est un essai, on a estimé en production anormale de la biomasse, et ça peut s'utiliser pour les gesteurs. Bon, je passe peut-être à l'autre échelle, l'échelle décamétrique. Pour l'agriculture, on est intéressé à avoir une résolution plus fine pour avoir accès à la taille du champ. Et on voit ça, l'importance de la résolution spatiale dans cet exemple. Par exemple, on voit les Alpes, on voit la sortie, le start of season, en résolution d'1 km avec Prova. On voit ici, ça commence plus tard dans les régions plus hautes. Non? À 300 mètres, on voit plus de détails. À 100 mètres encore plus, on commence à voir les vallées, on voit les vallées, les champs ici de culture, mais c'est à 10 mètres qu'on peut identifier les champs de culture. Si on veut travailler dans les régions très hétérogènes, on doit passer à cette résolution décamétrique. Et c'est dans ce cadre que dans le service TIA, on a généré ces produits décamétriques, et en particulier les responsables sont INRA avec Frédéric Barré et Marie Weiss qui devait participer dans cet atelier, mais elle n'est pas disponible. Alors, vous pouvez contacter Marie pour les détails sur ces produits, mais ces produits se basent l'algorithme CES se base aussi sur l'utilisation des réseaux neuronaux, mais à différence des produits Copernicus Global Land, on calibre les réseaux avec des produits existants pour calibrer les réseaux des produits CES, on utilise des modèles de transfert radiatif, dans ce cas les modèles ProSail. Et les entrées de l'algorithme sont les réflectances Sentinel-2 à différentes bandes spectrales, et aussi la géométrie associée à les observations. Les produits finaux sont à 20 mètres, et il y a ce qui génère sont les Lifaria Index fait par effort, mais aussi le contenu en chlorophylle couvert ou le contenu non de la canopée. Le modèle ProSail, c'est un modèle de transfert radiatif qui a différentes entrées. On utilise Prospect pour simuler les caractéristiques spectrales des feuilles. Il y a la structure avec le modèle de milieu turbide SAIL, et après on utilise différents spectres de sol avec comme je vous ai dit, la géométrie associée. On est capable d'estimer la réflectance au niveau de la top of canopy. Et l'inversion de ce modèle se fait, comme je vous ai expliqué, avec les réseaux. Et pour calibrer les réseaux, ce qu'on fait, c'est qu'on génère une base d'entraînement très large avec la combinaison de différentes valeurs de ces paramètres de modèle, avec différentes distributions. On génère une base très large pour calibrer les réseaux, qu'après on applique. Les résultats de validation de ces produits montrent qu'ils sont assez robustes et fiables pour
pour estimer les paramètres biophysiques de la culture. Et pour finir, on a généré des séries temporelles longues depuis 80 ans des variables climatiques essentielles. On a validé qu'elles sont disponibles de manière libre. Il y a différentes versions. La version D, c'est une amélioration de la continuité par rapport à la version 1. La version 300 mètres, c'est une amélioration de la résolution spatiale. Mais pour quelques applications en agriculture, gestion des ressources, on a besoin d'avoir accès à la solution décamétrique. C'est dans ce cas qu'il y a les produits cessent à 20 mètres. Et bon, avec ça, je pense qu'on peut finir. Et excusez-moi si c'était pas dans... si la présentation était trop détaillée. C'est toujours mieux trop que pas assez. Merci beaucoup, Alexander. Pour le coup, je pense qu'on a peut-être perdu certaines choses de l'auditoire, dont moi, dans des aspects purement techniques, mais c'est toujours intéressant de mieux comprendre ce qui est mis en place, les procédés utilisés, etc. Est-ce qu'on a des questions pour Alexander dans la salle ou dans l'auditoire? L'idée, vous l'avez compris, là, c'est Alexander a proposé quelque chose d'autre, dans le sens où il s'agit là de la temporalité, de l'analyse temporelle. Excusez-moi, je n'arrive pas à entendre. Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez un micro en salle? Oui, tu m'entends là ou pas? Pas trop. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Est-ce que là, tu m'entends là? Oui, oui. Ah, d'accord. C'est le micro de l'ordinateur en fait qui fait. L'idée, je résume un petit peu parce que tu es allé tellement dans les détails que je pense qu'il y a une partie de l'auditoire, tout le monde n'est pas féru en télédétection et donc on est là vraiment pour voir les applications, Alexandre. Donc l'idée de la présentation d'Alexandre, c'est de vous montrer des exemples et des validations de données satellitaires, d'utilisation de ces données satellitaires en termes de temporalité et d'analyse en fait de la végétation là-dessus. Il y a plusieurs points qui sont intéressants dans ce qu'il a montré. Je pense que le premier, c'est le côté validation de ces données-là. C'est-à-dire que par rapport aux données de terrain que l'on va récupérer, il y a une forte corrélation par rapport à tous les outils qu'il a utilisés, tous les indicateurs qu'il a utilisés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ces indicateurs-là sont applicables à toutes les données de télédétection à partir du moment où on a les longueurs spectrales qui vont bien, et en l'occurrence Sentinelle. Donc, c'est quelque chose qui pourrait marcher pour la Calédonie. Et le dernier aspect, c'est que oui, il y a le CES variable biophysique de TEIA qui génère ces produits déjà, qui existent, qui sont téléchargeables gratuitement. Et donc la personne qui est en charge de ça, qui devait présenter à la place d'Alexandre, c'est Marie Weiss, que vous avez vu, dont le mail a été marqué. Et donc vous avez déjà ces produits-là qui existent pour le monde entier. Donc vous pouvez aussi les télécharger et faire un suivi d'un état de végétation à l'échelle de Sentinelle-2, c'est-à-dire à l'échelle d'une décamétrique. Voilà. Il y a une question de Martin. Moi, c'est toujours, les données de référence terrain sont-elles nécessaires? Ah, c'est tout en bas. Oui, pardon. Question pour Alexandre. À l'échelle du pixel 10 mètres ou 20 mètres, pense-t-il possible la caractérisation de forêts en mauvaise santé avec, par exemple, des sous-bois dégradés? Alexandre, c'est une question qui est pour toi. Est-ce que tu as compris ou je répète la question? Oui. Bon, il est tout à fait possible, mais les produits, ce produit test que je vous ai présenté, le produit CES,
Ils sont basés sur j'ai expliqué, un modèle qui a ces hypothèses. Et parmi les hypothèses, c'est que la structure de la végétation se distribue de manière assez homogène, que ce n'est pas le cas de les forêts. Alors, ce n'est pas les modèles utilisés pour générer ces produits, c'est plutôt adapté pour des cultures et pas pour des forêts. Alors, il faut utiliser les produits ou les variables existantes parmi les marchés qui sont plus adaptés à les applications d'intérêt. Dans ce cas, ce ne seront pas les produits CES. Ok. Personnellement, je pourrais peut-être apporter un semblant de réponse à Martin. C'est qu'au niveau des forêts, si on prend un aspect ponctuel, il est difficile de voir une dégradation forestière avec un pixel de 10 ou 20 mètres si on a effectivement un sous-bassement, un sous-bois qui est dégradé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'aspect temporel. C'est-à-dire qu'une forêt qui se dégrade, temporellement, ça s'observe. Et donc, l'aspect temporel peut pallier à ce genre de soucis. Voilà, donc c'est peut-être aussi une puissance qu'apporte le côté temporel par rapport au côté spectral ou spatial. Il y a différents algorithmes qui prennent en compte cette information temporelle pour voir des dégradations, qui sont un changement assez une dégradation ou un changement abrupt. Oui. Oui. Différentes techniques pour processer ces séries temporelles et donner les effets de la dégradation ou simplement la perte de forêt. Oui, c'est ça. C'est la perte de signal ou le changement brutal du signal qui va permettre d'observer quelque chose. Mais ça, c'est l'analyse temporelle. On va passer à une autre question. Guillaume? Plus qu'une question, c'était juste un commentaire pour dire que ce qui me paraît pas mal dans tout ça, c'est l'utilisation effectivement des séries temporelles, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Elle pourrait aussi nous permettre localement d'observer les impacts des sécheresses plus fortes ou bien des années plus pluvieuses. C'était tout début de la présentation d'Alexandre, sur la phénologie, donc sur la manière dont la végétation évolue dans l'année, donc le cycle annuel, et voir s'il y a des retards, s'il y a des changements, s'il y a des effondrements à des moments, etc. Et dans un contexte où le changement climatique va commencer à poser des réels problèmes sur le fonctionnement des écosystèmes, je pense que ce genre d'outils sont terribles. Est-ce que vous avez compris, ceux qui sont en distanciel, la question? Enfin, la remarque, c'est pas une question. C'est un complément, en fait, et c'est effectivement la notion de suivi. Vous entendez bien à distance? L'idée, c'est qu'il y a une notion de suivi, donc c'était un petit peu, juste sur l'objet de la présentation et de l'atelier. Donc on a d'une part, on était d'abord sur les notions de mode, de typologie, etc. Il y avait un autre aspect qui était là, et c'était censé être une introduction, mais on a décalé un petit peu. Alexander et le CES en fait produisent des indices. On a la capacité, grâce à l'imagerie spatiale, d'effectuer des suivis particuliers qu'on ne peut pas forcément suivre autrement grâce aux bandes liées à l'imagerie spatiale. Et du coup, on est en plein dans un sujet, donc une suite finalement du débat et de l'atelier. Ça aurait pu être abordé là, mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Mais c'est notamment quels sont les types de suivi qu'on pourrait souhaiter au niveau de la végétation, que ce soit en termes de milieu, mais également d'évolution. Quand on considère notamment que grâce à la télédétection, on peut mesurer des informations telles que l'activité chlorophyllienne, telles que la densité de la plante, telles que des indicateurs liés à la sécheresse. Donc on a énormément de suivi potentiel. On pouvait parler aussi de suivi de type plus environnementaux ou plus large, comme des corridors écologiques ou ce genre de choses. Et il y a un vrai sujet qui est derrière. Aujourd'hui, tout ça, finalement, pourquoi? Donc on a l'aspect occupation des sols, le MOS, donc là orienté végétation, on s'entend sur les plantes ensemble. Il y a l'aspect pure technique avec les capacités que nous offre l'imagerie, que nous offre
finalement des services en lien notamment avec Telia, des services open source, il faut le préciser, des choses accessibles gratuitement pour tout usager. Et derrière, quels sont les vrais besoins qu'on a en termes de suivi de la végétation. Donc je pense clairement qu'on n'aura pas le temps de le préciser là. Je vais donner la parole à François qui avait demandé le mic, et ensuite je vais laisser la parole aux autres questions. Merci Jean, un élément de complément de réponse pour la question de Martin, et puis souscrire aussi avec l'importance des suivis et des séries de données, avec beaucoup d'usage. Sur la dégradation des forêts, je crois qu'aujourd'hui, il y a Tropical Moist Forest qui fournit des informations assez intéressantes sur la dégradation des forêts. Après, quoi est-ce qui est dû la dégradation que constate Tropical Moist Forest? Ça, évidemment, c'est pas dit. Qu'est-ce que c'est par rapport à un problème de sous-bois ou autre chose? C'est pas dit. Mais au moins, il y a une information. Il y a une forêt qui se dégrade. Après, dans le contexte calédonien par rapport à la perte de sous-bois, non-renouvellement, régénération des forêts, je constate dans des forêts très dégradées, en lien avec les mécanismes évoqués par Martin, des effondrements de vieux arbres, et donc des perforations dans la canopée, et en l'absence de régénération, on se retrouve avec une structure de canopée qui est probablement une signature qui doit s'observer. Je ne peux pas discuter avec des experts, je ne sais pas si ça se voit effectivement et si ça peut se matérialiser de manière cartographique, mais en tout cas sur le terrain, ça se voit bien. Ouais. Et justement, Martin pensait juste à l'impact des cerfs dans cette strate en dessous, et effectivement, l'impact que ça pouvait avoir et savoir si ça pouvait être observé par la dégradation du sous-bois. J'entendais bien de la part de Martin que c'était à l'origine un problème de surpopulation et d'impact des cerfs envahissants. Mais voilà, ça c'est le commentaire que je peux faire. Où trouver la donnée avec Tropical Moist Forest, c'est déjà disponible. Par contre, ça ne nous dit pas si c'est le cerf ou si c'est autre chose. Et pour aller plus loin, j'ai une observation de terrain que je vous ai partagée. Pour la question des séries de données, oui, c'est vraiment hyper important parce que effectivement, savoir comment évoluent les milieux, notamment en termes de surface, c'est un peu à la base d'une stratégie de conservation de la biodiversité ou de gestion de la ressource forestière, des services écosystémiques liés aux forêts. C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas très riche en données d'évolution dans le temps des surfaces et de la qualité des milieux. Donc c'est vrai que ce que nous apporte là Alexandre, peut être d'intérêt significatif. Après, on a deux outils aujourd'hui qui nous fournissent des données aussi sur les séries, c'est Tropical Moist Forest et Global Forest Watch. Après, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être amélioré localement? Ça, je laisse le soin aux experts de le dire. En tout cas, il y a déjà deux outils qui existent. Si on pouvait avoir demain quelque chose de plus adapté, de plus fiable, de plus précis localement, formidable, aujourd'hui, on a déjà d'autres choses qui existent. Donc, il ne s'agit pas de faire quelque chose de moins bon. Et pourquoi? C'est quoi l'usage derrière? C'est une très bonne question. C'est notamment dans la perspective, effectivement, d'intégrer la biodiversité et la biomasse végétale dans la responsabilité climatique, contribution climatique de la Nouvelle-Calédonie. Il y a effectivement besoin de mesurer les choses. Il y a des financements associés au maintien de cette biomasse, à la restauration de cette biomasse forestière. Il y a effectivement des obligations en monitoring, reporting and verification qui sont assez exigibles. Donc, effectivement, les séries de données sont importantes. Pour ça, Antoine. Merci. Merci François. Merci François. Effectivement, il n'y a pas encore de données très riches en Calédonie. L'objectif, effectivement, c'est d'améliorer tout ça. Florent, tu avais moi, je complète juste ce que François a dit, il a tout à fait raison. Nous, ce qu'on a besoin, c'est effectivement de suivre l'évolution pour anticiper aussi les dégradations, surtout les services écosystémiques et sur la ressource en eau, clairement. Donc, données temporelles, c'est carrément. Merci beaucoup. Je rappelle simplement que la notion de biomasse avait été soulevée déjà l'année dernière, donc ça revient, c'est qu'il y a un vrai besoin. Et ça fait partie des types de suivi qui peuvent être concernés et plus directement concernés par la notion d'énergie spatiale, de suivi globaux et de ce type d'indice.
Il est 17h23 heure locale, la température est de 27 degrés. Je vous propose d'aller lentement mais sûrement vers la conclusion. Je voudrais juste remercier encore Alexander. Merci pour ta disponibilité et au pied levé, notamment parce que Marie était indisponible. Je propose de faire un petit round of applause. Bon, merci à vous pour l'invitation et je vous souhaite un bon séminaire. Merci. Merci Alexandre. Juste l'ensemble des notes avec chimie comme ça, maintenant, il y a plein de trucs à réfléchir. Par rapport notamment à l'histoire du cercle, mais ça va probablement recouper avec plein d'autres trucs. Peut-être que je m'avance, hein, c'est des idées comme ça, mais ça peut être des pistes de réflexion. Mais à travers notamment certains indices qu'il a présentés ici, je pense au LAI, Different Index, et à l'activité chlorophyllienne. Si, en couplant ça avec les temporels climatiques, on pouvait identifier ce qui est une forêt dégradée de ce qui n'est pas une forêt dégradée. Et du coup, avec du retour terrain, identifier l'effet enfin, j'ai essayé de faire. En gros, quand c'est pété de serre, le sous-bois, je pétain, c'est le sous-bois qui ramasse. Donc, si le sous-bois ramasse, c'est l'air chaud qui monte. Donc, d'une manière globale, la végétation, même au-dessus, au niveau de la canopée, va avoir tendance à s'assécher. Et donc, l'activité biologique va peut-être que la signature est différente. Et donc, si on pouvait éventuellement caractériser ça, on pourrait partir les détections ensuite pour avoir une idée de l'impact du cercle conçu. Donc on va conclure lentement mais sûrement, comme je le disais juste avant. Déjà pour prendre le temps de faire une petite conclusion sur les discussions autour du MOS, de la notion d'occupation des sols orientée végétation. Donc ce que je peux vous proposer, ce qu'on vous propose au niveau de l'ART, c'est de vous transmettre cette présentation, cette typologie, cette nouvelle proposition de typologie qui est en ligne directe avec l'ensemble des ateliers menés et des mises en relation des différents besoins des collectivités locales, des bureaux d'études, des différents utilisateurs, avec donc un premier état de définition des classes. Je vous invite plus que fortement à nous faire vos retours, à ne pas hésiter à commenter ce document. J'insiste surtout sur le fait que l'idée n'est pas de changer toute la typo. À chaque fois, on pourrait le faire en fonction de la vision et de l'utilisation ou de la vision orientée presque de chaque utilisateur. Par contre, bien nous mettre en garde sur les risques. Je vais reprendre un exemple très très concret sur ce que disait Valérie, il me semble, tout à l'heure, par rapport à la forêt, au fait que la forêt, on doit considérer les zones arborées de mangroves. Donc c'est tout aussi important de nous mettre en garde sur ce type de risque d'utilisation d'une telle typologie, ce qui va nous permettre finalement de compléter la définition des classes. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire apparaître dans une définition des classes, notamment dans la classe forêt, mais également dans la classe palétuvier, en expliquant que cette classe, en fonction du type, etc., peut rentrer dans une considération plus globale. Donc voilà, tous vos retours nous permettront de travailler tous ensemble à un produit le plus abouti possible. Ce ne sera jamais parfait, j'insiste encore et encore dessus. Ça ne répondra jamais à tous les besoins, ça ne répondra jamais parfaitement à un besoin, mais ça répondra autant que possible à un maximum de besoins. Voilà, donc on va vous transmettre ça dans les prochains jours, juste le temps de s'assurer qu'on ait le bon fichier pour vous le transmettre. En termes de notion de suivi, donc je remercie encore Alexander ici, et je rappelle le rôle de l'ART. Le rôle de l'ART, c'est de créer, de renforcer ce lien avec des réseaux, le réseau TEIA et le réseau DataTerra, qui existent, qui produit déjà, qui délivrent gratuitement des produits et services.
qui a déjà fait énormément de travaux de R&D, de recherche, avec des produits qui sont validés, potentiellement applicables. On nous a rappelé ici qu'il y a des produits globaux qui existent, notamment le Global Forest Watch et autres. La question est, est-ce que ces produits sont adaptés? Est-ce qu'on peut faire des choses complémentaires localement? L'objectif n'étant pas de refaire ce qui est déjà fait, et donc de partir du principe qu'il nous faut aussi une connaissance de tout ce qui est déjà disponible, ne serait-ce qu'à l'échelle nationale, puisqu'il y a de vrais travaux qui sont menés sur le sujet. En termes d'indices, etc., je vous laisserai creuser. N'hésitez pas à contacter directement le CES. Ils sauront aussi vous rediriger vers Alexander si vous avez des questions d'ordre plus technique, notamment sur ce qu'ils peuvent produire de leur côté. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de l'ART. On est là pour faciliter ces liens si vous ne trouvez pas forcément les bonnes personnes ou vous n'avez pas de répondant du côté de TEIA. Enfin, pour ce qui est des suivis, ce qu'on peut peut-être proposer, c'est une centralisation. Alors, on ne va pas refaire un Google Form, mais on peut peut-être vous proposer de centraliser ces besoins. Alors, il n'y a rien de confidentiel. L'idée, encore une fois, c'est le partage. On parlait de Talanoa, d'espace ouvert dans ce milieu, dans ces ateliers. J'insiste sur le fait que ce n'est pas cantonné à ces ateliers. Il faut continuer à l'extérieur. Les actions sont importantes et le suivi de ces actions aussi. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est centraliser les différents besoins de suivi, les partager, puisque c'est en les partageant qu'on va trouver finalement des intérêts communs, qu'on va continuer dans la notion de priorisation, de mutualisation, et qu'on va avancer sur des sujets d'ordre prioritaire. Donc voilà, les suivis, qu'ils soient en termes de couverture d'espace, etc., en termes d'évolution dans le temps, en termes d'évolution des différents volets, hein, que ce soit la biomasse, que ce soit l'activité chlorophyllienne, avec des notions, donc on disait, de cycle phénologique, donc déjà de changement ou d'adaptation des cycles au fil des années, changement climatique, tout est un peu lié. Et c'est finalement en partageant qu'on va réussir à relier nos besoins et nos moyens pour répondre à un maximum d'utilisation souhaitée. C'était un peu le mot de la fin me concernant. Je ne sais pas s'il y a des commentaires particuliers à distance. Je pense qu'on a répondu aussi à la question finalement de Pascal tout à l'heure qui demandait un peu la temporalité. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou autres. On mettra les différentes présentations à disposition. Marc, si tu veux dire peut-être un petit mot. Ouais, tu close the session. Peut-être rappeler le site demain. Je te laisse faire. Merci de mon côté. Oui. Pour le MOS. Alors là, on n'est pas dans l'atelier MOS, mais dans l'atelier végétation appliquée au MOS. Donc on est uniquement sur le pendant végétation d'un MOS à échelle territoriale pas encore validé. Donc en fait, une fois l'objectif, je le rappelle, de la démarche globale, c'est une fois qu'on a une typologie nous arrêtée, au niveau global, quand je dis arrêté, c'est a priori on va dans le bon sens et on est tous à peu près d'accord sur tout ça. Là, de leur côté, par exemple, les communes peuvent travailler sur un niveau 4, en ayant une notion de typologie de référence à un niveau plus global, donc à des échelles différentes. Mais libre à chacun de travailler, l'idée étant de savoir ce qui se fait à un niveau global, ou ce qui est visé en tout cas. Mais nous, de notre côté, du côté de l'ART, on n'a pas prévu de s'y pencher tant qu'on n'aura pas clairement avancé sur les niveaux 1, 2 et 3. Oui, alors il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Alors, on est toujours preneur, et effectivement, merci Peur, on est toujours preneur des forces vives. Je le répète, c'est du 100% non financé. Appelez ça comme vous voulez. Pour le coup, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. C'est de l'investissement communautaire. C'est nécessaire pour de l'amélioration des procédés d'un point de vue scientifique. C'est nécessaire pour la pérennité du développement économique d'un point de vue industriel. C'est aussi nécessaire pour avoir attrait à finalement des produits de qualité et au meilleur prix possible d'un point de vue gestionnaire du territoire. Donc toutes ces initiatives sont absolument gagnant dans les tripartites que j'ai citées. Rejoignez le mouvement, ça fait un peu propagande politique, mais aujourd'hui on cherche des forces vives, on ne peut rien faire tout seul et on ne peut rien faire sans forces vives qui animent et qui tirent un petit peu ces débats et ces animations. Donc merci à tous d'être présents, c'est la première étape de participation présentielle puis participation active. Et n'hésitez pas si vous avez des sujets particuliers à porter.
On serait grand fan de vous aider, encore une fois, à mener des réunions par rapport à des sujets que vous maîtrisez bien mieux que nous. On n'est pas là pour tout faire et répondre à tout. On est là pour faire en sorte que on ait un travail communautaire et collégial qui se mette en place et une pérennité des actions. Voilà. Donc, voilà, les remerciements sont faits. Pour demain, pour ceux qui sont à demain, c'est pas en amphi 4 ans, c'est en salle L31. Alors, c'est le bâtiment de géographie, là, c'est le bâtiment qui est derrière. C'est pas celui qui est dans la continuité de cet amphi, c'est celui qui est derrière. Oui. Bon, c'est pas celui qui est en front line, c'est celui qui est face à l'antenne, c'est celui qui est juste derrière. Donc, c'est à 8 h demain. On va commencer par la session mangrove, 2 h, et après, on va attaquer la session agroalimentaire. Et on va avoir une présentation de prévu pour très intéressant qui est rigolo jusqu'à présent. Et à bientôt, à demain. On est laisse là.